Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis actuellement avec David Laroche. Salut David. Salut Olivier. Donc David qui est expert en motivation, conférencier. Tu donnes des conférences un petit peu partout en France. Partout en France, en Europe. Ouais. Et bientôt, bientôt dans le monde entier. Écoutez, j'ai trouvé que David était très pertinent sur toutes ces questions de confiance en soi, motivation, etc. Donc j'aimerais savoir, David, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner très rapidement les 7 points clés pour passer à un niveau supérieur? Donc ça, c'est une question que je me pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre des personnes qui étaient ordinaires à la base et qui ont eu une vie extraordinaire et des personnes ordinaires qui restent finalement à une vie ordinaire. C'est ok, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout pour les personnes qui nous écoutent, j'ai identifié 7 points communs dans toutes les interviews que j'ai faites, que ce soit en France ou aux États-Unis, dans les leaders américains, les sportifs de haut niveau, les champions olympiques. Donc quelles sont ces 7 étapes? Pour moi, la première étape, c'est déjà de clarifier qu'est-ce qui est important pour moi. Si je n'ai pas une idée, mais très précise sur les objectifs que j'ai, il n'y a aucune raison que j'ai la motivation. J'ai des personnes qui viennent me voir en disant « David, j'ai pas de motivation » ou « j'arrive pas à faire des efforts ». Et j'aime bien dire, c'est jamais une histoire de motivation et d'effort, c'est juste une histoire d'objectif, du quoi et ensuite du pourquoi. Mais pourquoi je veux ce truc-là? Pourquoi je veux 1 million d'euros? Pourquoi j'ai envie de créer mon entreprise? Et du coup, c'est quoi la différence? C'est mon rapport aux choses. Je connais aucun sportif qui est en train de faire des pompes en train de dire « putain, c'est chiant, putain, c'est chiant, putain, c'est chiant ». Et juste parce que ça a tellement de sens pour lui qu'il le fait. Je connais aucun marcheur qui est à la montagne, il marche et là il y a un gros rocher qui dit « mais comment ça se fait qu'il y a un foutu rocher ?» Non, parce qu'il sait pourquoi il veut aller en haut du sommet et juste le rapport au rocher il est complètement différent. Du coup, je crois qu'il y a plein de personnes qui créent des blogs ou qui créent des entreprises mais quand on creuse, elles ne savent même pas pourquoi. D'ailleurs, il y a des travaux complets sur Simon Sinek entre autres qui a étudié à quel point le pourquoi c'est la source de la motivation. On prend Martin Luther King, on lui enlève sa cause, son pourquoi, il n'a pas le même charisme. Ah, c'est sûr. Et donc déjà de savoir, ok, qu'est-ce qui est important pour moi et ensuite pourquoi c'est important pour moi. Et d'aller creuser jusqu'à trouver un truc qui fait qu'on se lève le matin, c'est même pas une question de il faut que je me motive, non, la motivation elle est déjà là. Parce qu'on se lève, on a envie par exemple comme toi d'aider les gens à entreprendre et ça dépasse le côté marketing d'un positionnement, non, c'est un sens, c'est-à-dire je me couche le soir et je suis content d'avoir fait ce truc-là. Et généralement, pour moi, le secret du pourquoi, c'est un pourquoi qui est à la fois pour moi et pour les autres. Si c'est que pour les autres, c'est toutes les personnes qui sont en association humanitaire et qui ont oublié d'aider une personne sur la terre, c'est elles-mêmes. Et du coup, elles se sentent mal, elles se sentent bien qu'en rapport au mal des autres. Ou alors, c'est des personnes qui sont que sur elles et qui, au bout d'un moment, me disent « il n'y a pas de sens à ma vie ». Donc, je crois que la clé, c'est qu'est-ce que je fais pour moi et pour les autres, tout le temps. Ça, pour moi, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que je sais où je veux aller, c'est de savoir où j'en suis. Ça, c'est tous les GPS, ils sont d'accord. Point d'arrivée, point de départ. Pareil, Google via Michelin, tout le temps, on se pose toujours ces 2 questions. C'est la question qu'on pose à un ami qui est perdu. Où tu vas, où tu es? Et où tu es, c'est cette fameuse question de qui je suis. On prend Steve Jobs, il est très clair sur les dons qu'il a. Et comment je vais pouvoir exploiter les dons que j'ai et ce qui est important pour moi dans le présent pour y aller? Parce que j'aime bien dire que je peux avoir le même objectif qu'un autre. Qui je suis, ça détermine le chemin. Comme tu dis, par exemple, pour toi, tu es très sensible à la semaine de 4 heures. Du coup, c'est pas la même façon d'atteindre tes objectifs quand on veut quand on veut avoir beaucoup de temps pour les loisirs. Voilà. Et quand on se dit, je veux bosser 12 heures par jour. Voilà. Je sais pas ce qui est mieux. Bon, j'ai une idée de ce qui est peut-être un peu mieux pour le bien-être. Mais si je ne sais pas ce qui est important pour moi, je me retrouve, comme j'ai plein de personnes que j'accompagne, à créer une entreprise qui peut cartonner, mais que je déteste. Ce qui n'a pas un grand intérêt. Ce qui est un peu con. C'est-à-dire, et puis on va se saboter, je veux dire, dans ces cas-là. Généralement, on va pas être on très se retrouve à motivé faire pour un petit burn-out parce qu'on se demande pourquoi on fait les choses. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Qui je suis? Donc il y a 2 choses à identifier, c'est quelles sont mes valeurs. Dans les valeurs, on va parler d'amour, liberté, de dépassement de soi, de motivation. On a l'impression qu'on a tous les mêmes, parce qu'on a tous les mêmes, mais pas dans le même ordre. Il y en a, le dépassement de soi, c'est un peu plus important que l'idée de bien-être. D'autres, c'est le plaisir. D'autres, c'est l'apprentissage, qui n'est pas pareil que la réussite. D'autres, c'est le fait de comprendre, décortiquer, de transmettre. On a des choses qui sont des leviers qui sont importants pour nous. Généralement, quand on se sent mal, c'est que nos valeurs les plus hautes, elles ne sont pas nourries. Et quand on s'attire des relations de merde, c'est parce que les autres, ne sont pas qu'ils sont mauvais, c'est que leurs valeurs hautes sont nos valeurs basses. Typiquement, dans un couple, il y en a un qui a une valeur haute liberté, l'autre qui a une valeur haute sécurité. Il y en a un qui ne comprend pas pourquoi il y en a un qui veut toujours changer d'endroit en vacances et l'autre qui dit « Attends, pourquoi on n'irait pas dans le même chalet qu'on est allé les 4 dernières années ?» Ça paraît rien au début, mais si c'est un partenariat de type entreprise, ça va un peu coincer.
Et même par rapport aux clients que je vais attirer. Si j'ai pas les mêmes valeurs, ben, je vais même pas arriver à leur communiquer parce que les mots que je vais employer vont les énerver. Donc, savoir qui je suis. Troisième étape, quand je sais où je vais et qui je suis, ben, c'est comme le marcheur, il vaut mieux qu'il sache où il est. Hein. Donc, sur la carte, on cherche le où vas-tu. Enfin, pardon, on cherche le où vous êtes. Okay. Et on cherche où on va. Et ensuite, il y a des entrepreneurs qui viennent et qui me disent, voilà, je cherche un plan d'action. Mais moi, je modère l'idée des plans d'action. Je pense que c'est important, mais c'est pas le plus important. Pourquoi je crois que c'est pas le plus important? C'est que sur le chemin, les idées que je vais avoir n'ont rien à voir avec les idées que j'avais il y a 6 mois. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que les idées que je peux avoir le matin sont 1000 fois meilleures que les idées que j'avais il y a 4 ans. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas comment je vais faire sur tout le chemin. Je peux avoir des idées un peu de checkpoint, de grosses étapes à passer, à valider. Mais de façon précise, ce qui est important, c'est quel est mon prochain pas. Qu'est-ce que je vais faire, comme tu dis très bien? Qu'est-ce que je vais faire avec cette formation-là dans la semaine? Pas dans un mois, dans la semaine. Et mieux, qu'est-ce que je fais demain? Et là, alors je parle beaucoup dans mes formations de ce truc-là parce que pour moi, c'est le plus important en fait. C'est connu, la méthode des petits pas, le Japon avec la méthode Kaizen, je ne l'invente pas. Exactement, voilà. Mais je crois que l'art de faire les bons petits pas, c'est d'arriver à trouver le petit pas qui est juste pour soi. C'est-à-dire que j'accompagne des personnes qui sont des fois proches du suicide et des personnes qui sont brillantes et qui passent devant 4000 personnes sur scène. Clairement, si moi qui leur donne leur petit pas, ça va pas aller. Donc c'est à elles de se dire, tiens, par rapport à là où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire qui va un peu me challenger? Mais la clé, c'est si je me challenge trop, je vais me dégoûter. Parce qu'il y a 2 conséquences possibles. Soit je vais pas y aller, parce qu'heureusement, mon système nerveux il est bien fait. Ça serait un petit peu comme vouloir apprendre à nager en sautant dans l'eau. 2 possibilités. Soit juste avant, je dis non, c'est mort, j'y vais pas. Ou alors j'y vais, et après, comme par hasard, je suis traumatisé. C'est un peu plus intelligent et c'est plus respectueux pour soi de se dire, je sais que je vais y arriver. Mais là, pour l'instant, je vais commencer à aller juste au bord de l'eau. Donc, par exemple, pour le blogging, mon objectif, c'est pas de faire un blog qui cartonne pour l'instant. C'est juste, là, ce soir, je fais une vidéo, je la publie. Et on s'en fout qu'elle soit pas parfaite. J'ai des gens, parce qu'on peut voir toutes mes vidéos, d'ailleurs, les premières, elles sont pas top. Et après, on m'a dit, jamais, tu publies jamais ça. Je dis, non, je vais publier ça, c'est le mieux que je peux faire maintenant. Et 3 mois après, on m'a dit, bon, maintenant, t'en as plus, tu devrais enlever les anciennes. Je dis, non, mon message, il est de dire, faites des petits pas. Exactement. Je vais certainement pas enlever les anciennes. Et le plus marrant, tout à l'heure, on était avec un Oussama Hamar. Et la raison pour laquelle il est rentré en lien avec moi, c'est qu'il m'a dit, j'ai vu tes anciennes vidéos et j'ai vu que tu les avais pas enlevées. Et mon message, il est de dire, attendez pas d'être parfait, faites juste ce petit pas. J'étais extrêmement timide, j'ai levé la main une fois en cours. Et jamais personne n'aurait pensé que je pourrais faire des conférences en levant la main une fois en cours. Par contre, les gens vont admirer le fait que je vais aller voir Bernard Tapie. Mais en fait, ce qui est admirable, c'est pas aller voir Bernard Tapie. Ce qui est admirable, c'est ses premiers petits pas. Tout comme tu as créé ton entreprise à 19 ans. C'est ces petits trucs que vont faire le sportif pour commencer. Et une dernière métaphore que j'aime bien, c'est le mythe, c'est le fantasme de vouloir battre Mike Tyson en montant sur le ring contre Mike Tyson. C'est ton fantasme? Non. C'est dommage, ça aurait été énorme. Ça aurait été une mauvaise façon, une belle façon de foirer parce que je vais en prendre une et c'est fini. Par contre, c'est pas parce que je n'arrive pas à le battre aujourd'hui que je ne peux pas le battre. Il va falloir que je me pose la question qui est à mon niveau ou qui est juste un peu et je commence à avancer. Ça, c'est la 3e étape. Pour moi, la 4e, je vais avancer un peu plus vite, c'est développer l'estime de soi. Si intérieurement, j'ai la croyance que je suis une merde, je peux prendre toutes les techniques de persuasion du monde, je vais être face à mon banquier. Si je suis une merde, par conséquence, mon projet est une merde. Donc, je vais être en train de lui dire, mon projet est génial, mais intérieurement, j'ai validé, je suis pourri. Donc, si déjà, j'ai pas un peu d'amour pour moi et pour ce que je fais, c'est difficile. Ça serait un petit peu comme avoir un paquet de céréales et c'est marqué dessus, ce produit va vous nuire. Ou pire, voilà, ce produit est une merde, personne ne l'achète, pourtant il peut être génial. Une estime de soi moyenne, c'est un produit qui est vide, il est blanc. Voilà. Donc je crois qu'avant de convaincre les autres, il faut déjà être convaincu que je suis une opportunité. Les gens me demandent comment tu as rencontré Anthony Robbins. Avant de lui dire je suis une opportunité pour toi, j'ai validé intérieurement, je peux t'apporter. Je ne suis pas à ton niveau, je le sais, mais tu es juste un peu plus avancé sur le chemin, et là à mon niveau, je peux t'apporter. Donc ça, c'est tout le travail sur l'estime de soi, et si je partage quelques clés, c'est l'idée d'aller chercher les bénéfices dans les inconvénients. Il y a un livre qu'on peut aller creuser, c'est le livre de Dr. Frankl qui a été enfermé dans les camps de concentration. Viktor Frankl. Voilà, Man's Search for Meaning. Exactement. Et en gros, l'idée de base, c'est quels sont les avantages qu'ont généré les inconvénients de ma vie.
Et si j'arrive à voir dans ma timidité Voilà. des avantages, Ouais. ou dans ma taille des avantages, ou dans ma couleur de peau des avantages, ça se transforme. Parce que voilà, Viktor Frankl a été interné dans un camp à Auschwitz, donc on peut difficilement vivre pire comme expérience, je pense. Exactement. Et ça, voilà, il explique comment dans son livre, comment il a réussi à tirer du sens de cette expérience, comment il a réussi à survivre non seulement physiquement mais psychologiquement, en essayant toujours de tirer le positif de ça. Et c'est quand même extrêmement inspirant parce que voilà, si lui peut le faire. Voilà, si lui peut le faire dans des circonstances qui sont absolument horribles, ça relativise beaucoup tous nos problèmes du quotidien. Et c'est très inspirant effectivement pour trouver le positif, même dans le plus gros négatif qu'on puisse vivre. Et du coup, un exercice concret qui marche, c'est vraiment de lister en se disant, ok, quelle est la chose que j'aime le moins chez moi, ou alors dans mon passé. Par exemple, j'ai une dame qui a été battue par ses parents. Et je sais que si je dis ça à beaucoup de gens, chercher des avantages à avoir été battu, les gens vont dire, tu peux pas faire ça. Hmm. Mais la personne à 55 ans me dit, je me suis jamais aimé de ma vie, et après avoir fait l'exercice, me dit, pour la première fois de ma vie, sans relooking, je me trouve belle. Hmm. Parce que clairement, c'est ce que j'appelle l'avantage décalé. Tout ce qui génère des inconvénients dans notre vie peuvent générer un avantage à long terme si je le décide. C'est cette personne qui a une voix, Lorenzo Poncino l'a accompagné, une voix à l'hélium et qui aujourd'hui fait des voix off pour les enfants et se couche avec le sentiment j'aide des enfants à rigoler. Elle est beaucoup plus heureuse que quelqu'un qui a une voix normale et qui en fait rien. Hmm. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Thibon qui est handicapé depuis la naissance, qui a marché pour la première fois à l'âge de 12 ans, à qui on a dit qu'il ne parlerait pas, et qu'aujourd'hui il est conférencier dans les grands groupes du CAC 40. Quand lui, il me dit qu'il a réussi à voir les avantages de son handicap et à construire avec ça, ben on se dit, et je ne pourrais pas le faire avec ma taille, je ne pourrais pas le faire avec ma couleur de peau, je ne pourrais pas le faire avec le fait que, sous prétexte que je ne suis pas né avec de l'argent, je ne peux pas générer de l'argent. Et là, c'est magnifique. Et voilà, c'est la capacité à avoir des avantages, vraiment des avantages concrets dans les inconvénients. D'accord. Et du coup, ça libère la pression de c'est pour ça que j'y arrive pas. Et ça nous aide à trouver des choses positives sur lesquelles grâce auxquelles on peut rebondir. Un exemple concret sur lequel je l'ai fait, c'est mon âge. J'étais certain que parce que il n'y avait aucun Quel coach. âge tu as? J'ai 24 ans. Mhm. Quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, donc le même âge que tu avais quand tu as créé ton entreprise. Oui. J'avais la croyance que, vu que dans le milieu du coaching, il n'existait aucune personne de mon âge, qu'on était en période de crise, et que le milieu du développement personnel, à chaque fois, j'entendais c'est saturé, je me disais, avec mon âge, c'est foutu. Hmm. Et d'ailleurs, plus j'y croyais, plus les gens de mon environnement me disaient, David, tu penses pas que tu es trop jeune? Et le plus marrant, c'est quand j'ai fait cet exercice sur moi, à lister tous les avantages à être jeune, et j'en ai trouvé 40, 50. C'est pas que les gens arrêtaient de me parler de mon âge, mais complètement différemment. Hmm. Dans le mois qui a suivi cet exercice, j'ai le Progrès à Lyon, donc c'est un journal à Lyon, qui est venu me voir en disant, David, c'est incroyable, comment ça se fait, vous êtes si jeune? Donc le plus fou, c'est pas que l'environnement ne voyait plus mon âge, il le voit. Mais c'est le regard qui a changé parce que mon propre regard a changé. Et d'ailleurs, on a une relation commune qui s'appelle Romain, Oui. qui est patron d'Air Detox. Il est venu me voir parce qu'un ami me critiquait. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait que je sois à l'aise avec ce qu'on pourrait penser comme des faiblesses ou des inconvénients, ça se transforme en avantage. Hmm. Et clairement, si on a par exemple, on prend le handicap, parce que je suis bien touché par ce domaine-là, on a deux personnes qui sont au même niveau. Il y en a une qui a un handicap. Lequel on admire le plus? Celui qui a le handicap. Ça se transforme en avantage. On a deux personnes qui génèrent 1 million d'euros. Il y en a un qui, ses parents étaient millionnaires. L'autre, il part de zéro. Lequel on admire le plus? C'est sûr. Celui qui part de zéro. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les médias vont en parler, donc ça va se transformer en avantage décalé. Ça va l'aider à monter plus vite. Et Intéressant. dès qu'on voit ça, le rapport par rapport à ses faiblesses, il change complètement. On se dit, waouh, la vie m'a donné ça, mon rôle, c'est pas de l'oublier, c'est de le transformer. Et d'ailleurs, je crois que les personnes qui ont un impact, que ce soit en marketing, sur la santé, c'est des gens qui ont transformé leur challenge pour aider les gens. Aujourd'hui, tu aides des blogueurs. Pourquoi? Parce que tu as eu un blog qui cartonnait. Mhm. C'est tout. Sébastien, il a fait du marketing, Sébastien le marketeur français. Il a validé intérieurement, j'ai réussi à créer une entreprise grâce au marketing. Je crois qu'il y a un fantasme dans le blogging, c'est je vais transmettre aux gens des choses que je n'ai même pas maîtrisées moi-même. Hmm. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup à ce que tu dis, l'idée de je suis un débutant et regardez, je vais moi-même valider les trucs. Voilà, ça c'est un bon positionnement quand on Avant démarre un blog alors qu'on n'a pas de compétences. C'est je démarre, je suis débutant, il n'y a pas de problème, je suis transparent avec ça avec mes lecteurs, mais je vais progresser au fur et à mesure, vous allez pouvoir suivre ma progression, on va tous progresser ensemble. Et ça va être énorme. Et c'est l'erreur que j'ai faite au début, de faire croire que j'étais pas jeune, alors que bon, ça se voit, quoi.
Et du coup, je me tirais tout un tas de challenges par rapport à ça. Et aujourd'hui, donc tu fais des conférences un petit peu partout qui réunissent quand même plusieurs centaines de personnes, hein, c'est ça? Oui, et le plus marrant, c'est ma clientèle. On pourrait se dire, attends, ta clientèle, elle doit avoir 18 ans. Le plus marrant, c'est que la moyenne d'âge des personnes qui viennent me voir, elles ont entre 40 et 50 ans. Waouh, et ça les dérange pas alors ton jeune âge? Mais même mieux que ça, les personnes viennent me voir pour ça. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que d'un coup, dès que j'ai réalisé c'est quoi l'avantage des jeunes, dynamique, technologie, le fait que c'est frais, regard différent sur le monde, tout ça, plus le fait que inconsciemment, si David peut le faire à son âge, moi avec toute l'expérience que j'ai, je peux le faire et j'appuie là-dessus. Clairement, vous avez plus d'expérience que moi, vous pouvez le faire. Et donc j'ai des personnes que j'accompagne qui ont 60 ans et qui se sentent très bien parce que je suis pas là en donneur de leçons mais plus en train de dire j'ai compris des trucs, toi tu as compris encore plus de trucs que moi, mais par rapport à libérer son potentiel, je peux t'aider. Donc ça c'était la 4e, la 5e pour avancer c'est la gestion émotionnelle. Donc il y a 4 émotions de base, peur, dégoût, tristesse et colère. Après c'est comme la peinture, on mélange le tout, il y en a 4 agréables qui sont donc joie, paix, amour et désir. Et là je crois qu'il y a juste une confusion à stopper, c'est que les gens parlent d'émotions positives ou négatives. Pour moi c'est des conneries. Ah oui? Parce que j'adore ce que dit Thierry Johnson, c'est un chirurgien. Il dit c'est que du courant électrique. Donc pourquoi il y aurait des émotions négatives? Il y a des émotions qui sont désagréables et des émotions agréables. Et le plus fascinant, c'est que tant qu'on pense qu'elles sont négatives, et pour moi ça c'est un des entre guillemets gros challenges du développement personnel, c'est le mythe du positif. Et du coup, je croise des gens qui ont lu tous les livres sur le positivisme et qui sont encore plus frustrés qu'avant parce qu'il y a un rejet d'être en colère et je ne m'autorise même plus le droit d'être en colère. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que je me coupe des émotions et je m'attire une belle maladie pour attraper ça parce que c'est pas possible. Et dès qu'on réalise qu'en fait les émotions désagréables c'est que des signaux. Par exemple la peur, j'adore la peur parce que les gens quand ils ont peur, par exemple là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent par là-bas. Et j'aime bien cet exemple. Si j'ai le choix entre 2 opportunités, il y en a un qui me fait plus peur, lequel j'ai plus envie au fond de moi, à ton avis? Celui qui fait plus peur. Celui qui fait le plus peur. Donc en fait la peur c'est pas seulement danger, mais c'est aussi opportunité. Et après la peur, je vais même l'utiliser en allant plus loin en disant si j'ai peur de ça, en fait ça peut peut-être m'indiquer ma première action. Alors, est-ce que, tiens, par exemple, là, je suis en train de développer l'humour dans mes conférences. Clairement, préparer des sketchs, ça me fait peur. Donc l'idée, c'est que je ne vais pas transformer du jour au lendemain ma conférence avec des sketchs préparés. Est-ce que je ne pourrais pas faire l'introduction avec plus d'humour? Ah, ça, je sens que je peux le faire. Du coup, la peur m'aide à trouver mes petites actions. Et si c'est encore trop, qu'est-ce que je peux faire encore plus petit? Et ce qui est génial, c'est que je ne vais pas oublier l'action, je vais me dire, tiens, c'est juste après ça. La colère, par exemple, la colère, ça indique une information qui est très claire, c'est les règles du jeu, elles sont pas ok. Généralement, quand on est en colère dans le couple, c'est parce qu'on a l'impression de ne pas être respecté. Dès que je vois ça comme ça, je me dis, ok, j'ai des trucs à mettre à jour avec la personne. Alors, donc c'est ça, les émotions désagréables, on va dire, sont des bons indicateurs qu'il y a quelque chose à changer, mais c'est pas négatif en soi. Enfin, en tout cas, ça nous réveille, ça nous titille, ça nous fait réfléchir à nous-mêmes et à notre situation. Ça nous aide à avancer en fait. Et l'exemple que je donne, c'est est-ce que vous aimeriez conduire en cachant les voyants rouges? Ça paraîtrait cool à court terme. Excellente image. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? On va pas voir que le frein à main est allumé, on va pas voir le niveau d'huile. À court terme, c'est génial, mais on va se tirer des vrais problèmes. Et c'est toutes les personnes qui se coupent des émotions désagréables en pensant qu'il faut être positif. Je crois que notre rôle n'est pas de ne pas avoir d'émotions désagréables, mais juste d'en sortir vite et transformer. Ok, intéressant. C'est-à-dire, je suis en colère, ça m'indique quoi? Je suis jaloux, ça m'indique quoi? Ça m'indique un super truc. Si ça fait 10 couples, je ressens pas de jalousie. Peut-être que le premier couple, ça m'indique ah, j'aime cette personne. C'est quand même génial. Ça fait 10 ans que je rêve de rencontrer une personne que j'aime. Et là, je me plains d'être jaloux. Ça m'indique ah, j'aime cette personne. 2, j'ai à travailler sur mon estime de moi, clairement. Ou alors à mettre à jour des trucs si la personne, je pense que c'est pas à jour, donc je dois développer ma communication. Mais c'est des signaux. Je connais aucun pilote de l'air qui dit attends, tu me caches les voyants rouges. C'est clair. Et donc ça c'est la partie émotionnelle. La deuxième partie c'est tout l'aspect préparation mentale. C'est la façon de se conditionner, de créer de l'énergie. Tu me disais que tu fais de la méditation. Pour moi c'est tout ce monde émotionnel qu'on peut développer pour à la fois être centré ou créer de l'énergie ou créer de la motivation. Il y en a qui sont plus orientés haute énergie, qui vont faire du sport. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec la haute énergie. Ça c'est ma 5e clé. La 6e pour avancer c'est les relations. Et là, je vois 2 choses. C'est la capacité à rentrer en lien avec les gens. Donc, tu parlais de comment se faire des amis. Pour moi, il faut absolument lire ce livre. Oui. La capacité à se vendre soi et à rentrer en lien avec les gens, à apporter du positif. Avec l'idée que si chaque personne que je rencontre, j'essaie de lui apporter de la valeur,
sans vouloir attendre quoi que ce soit, ben, ça transforme mes relations. Même si en séduction, j'essaye de me dire, tiens, plutôt que de séduire la personne pour moi, je me disais juste, je vais faire en sorte qu'elle passe du bon temps. Et ben, d'un coup, la pression, elle part. Parce que généralement, quand on a peur, c'est parce qu'on a peur vis-à-vis de notre ego. On n'a pas de peur quand on est centré sur les autres. Des fois, j'ai peur de monter sur scène et je me dis, attends David, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu montes sur scène pour être admiré ou être adulé? Bien sûr, ça me fait kiffer de temps en temps d'être admiré. Mais pourquoi je monte sur scène? C'est pas pour ça. C'est parce que je donne l'opportunité aux gens de croire que c'est possible, ça commence maintenant. Et ça, c'est plus important, donc je passe à l'action. Et la deuxième dynamique des relations, c'est le fameux terreau. Si je suis une graine extraordinaire, et on est des graines extraordinaires, mais je suis dans un terreau de merde, je ne pousse pas. Donc je crois que mon rôle et notre rôle, c'est qui je peux rencontrer, de qui je vais me séparer pour me nourrir en fait. Et là, je suis juste intransigeant. Si la personne, je passe du restaurant avec lui et à la fin, je ne me sens pas nourri, parce que sous prétexte que c'est mon meilleur ami, il faut que je me pose des questions. Et là, il y a plein d'études qui montrent à quel point ça nous influence. 99 dépressifs autour de nous, ils nous font déprimer. 99 personnes enthousiastes autour de nous, elles nous aident à monter. Et la dernière chose, c'est le nom de mon site Attitude Gagnante. Donc le pilier s'appelle Évolution. En fait, j'étais vraiment frustré au début quand je faisais mes interviews de personnes inspirantes. Je me disais, ils ont des objectifs, ils savent qui elles sont, je sais qui je suis, j'ai mes objectifs, je passe à l'action, je gère mes émotions, j'ai développé mon estime de moi, j'ai d'autres relations et ça bloque encore. Et c'est un peu le slogan, je vais faire un petit peu un clin d'œil, voilà, pour gagner plus, il faut, c'est comment on dit le truc de Sarkozy, ouais, travailler plus pour gagner plus. Ouais. Et c'est vrai que ça marche à court terme. Si je mets en place des actions, je vais générer, mais forcément au bout d'un moment j'ai 24 heures, donc ça va me bloquer. Et je voyais bien que j'étais en train d'agir, et qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je me suis dit, mais c'est parce qu'ils ont des réflexes que j'ai pas. Clairement, si tu réussis mieux que moi en blogging, c'est parce que tu as des réflexes, tu t'en rends même pas compte, des trucs que tu vois, des habitudes. C'est pour ça, d'où attitude gagnante. Je me suis dit, si je développe des réflexes en termes de respiration, en termes de posture, au niveau de ma gestion de mon argent, au niveau de ma gestion de relations, ça va tout changer. Et là, je crois que notre rôle, c'est prendre une seule clé et de se dire, tiens, je vais l'appliquer pendant 21 jours. Alors pareil, il y a un fantasme avec les 21 jours. C'est l'idée que je vais faire ça pendant 21 jours et après c'est fini. Moi, je crois que c'est juste comme qui veut gagner des millions, c'est juste le premier palier. J'aime bien prendre la métaphore de l'autoroute. Ça fait 20 ans que j'ai suivi une autoroute dans un sens et j'ai l'illusion que là, c'est la jungle, j'ai tracé un petit chemin, mon cerveau va préférer prendre le chemin plutôt que l'autoroute. Non. J'ai créé juste un chemin, avant c'était une jungle, c'est mieux qu'avant. Mais l'autoroute, elle est toujours là. Ça, c'est mon ancien schéma. Il va falloir que, je crois qu'après, pendant 1 an, j'utilise le chemin, que ça se transforme en route, puis en grande route, puis en départementale, pour avoir un jour une autre autoroute. Mais il y a encore l'autre autoroute qui est là. Et simplement, si j'ai fait attention de m'honorer, bah, cette autoroute, elle commence à être reprise par la nature. Et par la jungle. Mais voilà, je vois 2 paliers, un à 21 jours, à l'autre à 1 an. J'aimerais bien casser le mythe comme quoi c'est gagné 21 jours. C'est mieux qu'avant. Mais si ça fait 21 ans que je me tiens comme ça, bah, ça peut prendre un certain temps, donc ça devient un réflexe total d'être droit, de respirer différemment. Voilà pour moi cette étape. Et je crois que si on applique ça, c'est une certitude qu'on passe à un autre niveau. Donc voilà, en tout cas, moi ce que je vous invite à faire, donc il y en a sans doute parmi nous qui nous regardent. Bon déjà, merci si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes quand même très motivé, intéressé par ce sujet. Donc il y en a sans doute parmi vous qui sont sceptiques ou d'autres qui disent oui, bon, on verra. Dans ce cas-là, je vous invite à être sceptique, c'est très intéressant, mais être sceptique de la bonne manière. C'est-à-dire ne prenez pas votre scepticisme comme une excuse pour ne rien faire, d'accord, mais au contraire, prenez-le comme un aiguillon qui va vous pousser à tester pour voir si oui ou non c'est vrai, et testez-le tout simplement, faites une expérience. Voilà, on a 7 étapes extrêmement claires qui ont été données par David, donc allez-y, testez-les, et puis dites-nous les résultats dans les commentaires. J'ai juste un dernier message, comme tu disais, pour appuyer, prenez un truc, passe à l'action. Si vous regardez cette vidéo, vous dites « Oh, c'est génial, juste pour être en soirée et partager des clés, ça sert à rien. » Donc là, sortez, vous dites ça, ce truc-là, je vais l'appliquer. Et la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire que vous ne connaissez pas? Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'avez jamais fait là, dans les 7 jours pour changer votre vie? C'est peut-être dans votre couple, allez juste dire un truc que vous ne dites pas, peut-être « je t'aime ». C'est peut-être au niveau de votre entreprise, c'est peut-être d'appeler quelqu'un parce que vous trouvez l'excuse qu'envoyer des mails, c'est bien, c'est peut-être de vous rendre sur place. Qu'est-ce que vous allez faire que vous ne connaissez pas pour passer à un autre niveau? Voilà, juste ça. Et vous allez voir, ça marche. Écoute, merci beaucoup David d'avoir partagé tous ces conseils avec nous. Donc, vous avez compris le message, appliquez, et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Salut.